Première question de Jean-Michel Jorland. Est-ce que les accidents du travail des sous-traitants d'Orange sont analysés? Alors, les accidents du travail sont analysés par l'employeur Oui. et donc les accidents des sous-traitants sont analysés par l'employeur de ces sous-traitants. Et voilà. Je ne sais pas si c'est ça la En tout question. cas, c'était la question et c'est la réponse. Donc c'est très bien. Il y en a Voilà. une autre, en rapport avec l'exemple que vous nous avez montré. C'est Caroline David qui vous dit: est-ce que la difficulté n'est pas de mettre en œuvre des démarches de prévention sur des chantiers variés et par nature mobiles et variés? C'est une difficulté supplémentaire. C'est une difficulté supplémentaire et ça rejoint un des freins que j'ai évoqué tout à l'heure qui est de se poser la question, est-ce que la mesure de prévention que j'ai retenue dans l'accident précédent était pertinente ou non? Parce que comme tous les accidents sont différents dans leur contexte, les chantiers sont mobiles, sont des fois chez un client, des fois sur la voirie, on peut se poser la question, est-ce qu'on a fait le bon choix avec le groupe pluridisciplinaire de travailler sur cette action plutôt que sur une autre? Et c'est difficile de percevoir quelle était la bonne pertinence et le bon niveau sur lequel il fallait travailler. Bon, j'imagine qu'on a un indicateur quand on regarde les chiffres de l'accidentologie. On en est où chez Orange? Alors, chez Orange, dans votre département, Grande Maille, ça va être compliqué pour moi, oui. Mais dans mon département, je peux vous dire que ces 4 dernières années, on a plutôt une tendance à diminuer les accidents du travail en volume et en fréquence. Donc le taux de fréquence diminue. En revanche, la durée des accidents de travail a tendance à s'allonger un petit peu, donc on a un taux de gravité qui stagne, mais on a un taux de fréquence qui diminue. Donc voilà, on peut se dire que... Donc c'est plutôt positif voilà. En tout cas. Il y a une méthode qui fonctionne quand même. Bon. Voilà. Question pour Karen Rossignol, question de Laurent Pess, je ne sais pas si je prononce bien votre nom monsieur. Vous avez parlé des 5 pourquoi et du diagramme d'Ishikawa. Alors Laurent Pess nous dit, est-ce que les 5 pourquoi et Ishikawa ne sont pas censés fonctionner ensemble et ou se compléter? La question est intéressante, effectivement. Là, c'est 3 méthodes qui ont été présentées comme si elles étaient effectivement différentes. Oui. L'articulation est bien évidemment possible. Après, c'est un peu la philosophie de chacune des méthodes qui est différente. Parce que dans un cas, dans le méthode de diagramme de cause à effet, on dit l'effet et on va rechercher les causes en fonction de catégories. Dans la méthode des 5 pourquoi, en fait, on n'a pas forcément de catégorie prédéterminée qu'on a pensée. Parce que la méthode, elle peut être utilisée en se posant la question pourquoi, mais sans forcément avoir des catégories prédéterminées en tête. Voilà, c'est un petit peu la différence que je pourrais faire. Cela dit, effectivement, si les méthodes peuvent s'articuler et que ça a du sens pour l'entreprise, pourquoi pas? Alors une question très pratique, j'imagine, de Lilia Abbas, toujours pour vous. Est-ce qu'il existe un délai maximum pour réaliser l'analyse d'un accident du travail avec la méthode de l'arbre des causes? Alors Madame Abbas nous dit, c'est un accident survenu en juin 2025. Peut-il encore être analysé en 2026 et cette analyse reste-t-elle crédible? Alors, en fait, quand on utilise une méthode d'analyse d'accident du travail, effectivement, on a pour habitude de dire que c'est préférable de faire l'analyse le plus tôt possible pour les raisons dont on a parlé depuis ce matin, notamment pour l'accès aux informations, parce que finalement, les situations peuvent évoluer. Si on attend trop, en fait, les choses qui auraient pu avoir du sens pour comprendre l'accident ne sont plus palpables, ne sont plus accessibles, en fait. Cela dit, ça peut être possible, bien sûr, si ça fait sens pour l'entreprise de faire l'analyse, parce que les conditions n'étaient pas réunies pour le faire auparavant, eh bien, ça peut être encore utile. Après, avec cette idée quand même à garder en tête qu'il y a des choses, des informations qui ne seront plus accessibles plusieurs mois après. Alors effectivement, il y a des cas où c'est compliqué. Charlotte Ruffi, alors vous pose cette question à Madame Rossignol, mais peut-être également à Monsieur Mioubi, parce que vous y êtes confronté dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour analyser un accident du travail quand la victime est en arrêt long? Voilà, ça c'est un cas concret. Ça nous est arrivé et généralement, malheureusement, ça arrive sur des accidents plus graves où on a besoin d'avoir des éléments tout de suite et malheureusement la victime n'est pas avec nous pour pouvoir le faire. Alors on a différentes sources. Généralement, on a un témoignage déjà manuscrit de la victime qui fait que ça nous donne des éléments sur ce qui s'est passé. La plupart du temps, dans nos activités, on ne travaille pas seul. Donc on a le binôme, le collègue qui était là et qui est témoin et qui peut témoigner de la situation de travail. On a également le manager et c'est pour ça qu'on veut absolument qu'il soit avec nous parce que c'est lui qui donne l'activité à son salarié. Donc il sait quelle activité devait être réalisée et à quel endroit. Donc tous ces éléments
plus les éléments qui décrivent l'activité, parce que chaque technicien qui intervient a un ordre de travail qui lui dit précisément ce qu'il doit faire et à quel endroit. On va concaténer tous ces éléments et on va quand même pouvoir faire une analyse sans la victime, même si, dans la mesure du possible, on préfère avoir la victime avec nous, parce que c'est d'autant plus pertinent. Quitte à compléter, on peut y revenir une fois que la victime revient sur son lieu de travail. Ça se fait. Tout à fait, ça se fait. Oui, je confirme effectivement. Dans certains cas, inversement, il est préférable que la victime ne soit pas associée à l'analyse, dans des cas tout à fait spécifiques, quand la situation est très sensible, quand la personne ne peut pas s'exprimer physiquement sur ce qui s'est passé ou émotionnellement sur ce qui s'est passé. Ça, c'est aussi des cas qu'il faut prendre en compte, en fait. Dans certains cas, il est préférable, et ça, c'est du coup à la discrétion du groupe d'analyse, de ne pas interroger la victime. Je crois qu'Anne-Sophie, vous aviez travaillé sur ce sujet-là aussi par rapport à la victime. En fait, dans certains cas, il vaut mieux ne pas la consulter ou ne pas lui demander de temps. Et parfois, selon l'ambiance ou l'atmosphère de travail dans lequel la victime a évolué, elle peut se sentir en effet accusée, puisque avoir des gens autour de soi qui nous posent des questions sur les circonstances de l'accident, ça peut quand même mettre très mal à l'aise. Et parfois, elle peut cacher des choses pour se protéger elle-même, en fait. Donc là, l'objectif étant de comprendre les circonstances de l'accident pour choisir les meilleures actions correctives possibles. Parfois, la victime peut être interrogée dans un second temps pour pouvoir en effet avoir compris à travers le regard d'un témoignage ou de la hiérarchie ce qui s'est passé, ce qu'il était censé faire, et éventuellement après de confronter ce compte-rendu à la vie de la victime. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais au début du recueil des faits, au début de ce groupe d'analyse pluridisciplinaire, il y a toujours une présentation qui est faite où on insiste sur le fait qu'on n'est pas en train de rechercher une culpabilité dans cette analyse, mais bien de rechercher des mesures de prévention pour éviter que ce genre de situation se reproduise pour les autres, et bien sûr aussi pour la victime, mais on ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit dans cet exercice. Olivier Lebert, l'outil que vous nous avez présenté, Agir suite à un accident du travail, a fort intéressé. Alors, on l'a dit en préambule, cet outil, il est en priorité pour les entreprises petites, moyennes, qui n'ont pas de compétences de prévention. Alors moi, j'ai même donné un chiffre qui est ce qu'il est, c'est-à-dire moins de 50 salariés. La question, elle est toute simple, de Sylvie Hédin. Est-ce que cet outil peut être utilisé pour les entreprises de plus de 50 équivalents temps plein? Alors bien sûr, la notion de 50 salariés, en réalité, elle est à rapprocher à la taille d'entreprise à partir de laquelle on considère qu'il y a souvent une compétence spécifique en prévention des risques professionnels ou à tous les moins la mise en place d'une structure telle que les ressources humaines ou une structure administrative. L'enjeu, ce n'est pas la taille, l'enjeu de l'entreprise. L'enjeu, c'est les connaissances et les compétences dont dispose l'entreprise en termes de prévention professionnelle, de risques professionnels. Et puis, comme d'autres outils qu'on met à disposition sur le site de l'INRS, il est tout à fait possible pour une plus grosse entreprise de venir consulter nos outils, compléter ses propres outils, venir y chercher, ma foi, des solutions de prévention, mais également des causes. Voilà, il s'agit de nourrir une réflexion, c'est une approche forcément collective, et finalement, tous les outils qui sont à leur disposition sont utiles et peuvent être utilisés. Et donc, ce n'est pas 49,8, 51, non? Non, à aucun moment on sollicite l'entreprise pour connaître la taille de son effectif. Tous ces outils sont en libre service sur le site de l'INRS. Et anonyme, c'est ce que vous voulez. D'où la nécessité d'enregistrer. Alors, question un peu complémentaire, est-ce que cet outil, il est adapté à tous les secteurs? Alors, c'est un outil que l'on qualifie, nous, de générique. Donc forcément, il ne va pas avoir, comme l'ont les tutos Prev ou d'autres outils qu'on a sur notre site, une approche sectorielle. Il va forcément être un petit peu général. Et c'est pour ça que, comme je le présentais, il est important d'utiliser les options de ajouter une cause, ajouter une mesure qui sont à disposition de l'outil, qui vont pouvoir répondre aux conditions spécifiques de l'accident, mais aussi du secteur, pour avoir un plan d'action aussi pertinent que possible. Et c'est un travail collectif d'utiliser cet outil. Combien de personnes doivent participer à l'analyse, l'enquête, je ne sais pas comment on appelle ça? Ça dépend de la taille de l'entreprise, mais finalement, la possibilité que l'on offre d'éditer avant de réaliser l'analyse en ligne, le guide d'enquête sous un format papier, permet effectivement de solliciter les différents témoins, s'il y en a, mais également l'ensemble des personnes, des collègues qui peuvent avoir des informations utiles à l'analyse de l'accident.
Monsieur Miyoubi, vous nous avez dit qu'effectivement, étant mieux chez Orange dans votre département, l'accidentologie baissait. Quelles mesures de prévention vous avez pu appliquer, proposer à la suite de ces analyses ? On a pu appliquer des mesures de prévention de 3 ordres, hein, des mesures de prévention techniques déjà. On a pu adapter du matériel en fonction des analyses qu'on a réalisées, en se rendant compte que le matériel pour travailler en hauteur peut-être devait être amélioré. J'ai en tête la mise en place de plateformes individuelles roulantes actuellement pour pouvoir travailler en hauteur, qui n'était pas encore d'actualité il y a encore quelques temps. On a mis en place des mesures de prévention organisationnelle aussi. Tout à l'heure, je vous parlais des éléments qui étaient habituels dans l'arbre des causes, et ça c'est un problème. Tout à l'heure on en avait un, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, qui était de dire que le matériel était disponible au magasin et qu'il fallait l'anticiper pour être sur le terrain. Ouais. Maintenant il est dans la camionnette, c'est ça ? Maintenant il est dans le véhicule d'intervention, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on a des mesures de prévention humaine aussi, des formations ou des recyclages de formations. On n'attend pas forcément l'échéance. Quand un accident a lieu dans un domaine précis, on va renvoyer notre salarié en formation pour qu'il ait les bons éléments de compréhension pour pouvoir réaliser son activité en sécurité. Alors Karine Rossignol, il y a des personnels dont on n'a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, ce sont les représentants du personnel. Vous les avez évoqués dans votre présentation, qui ont un rôle en matière de santé et de sécurité au travail. Est-ce que les membres de ces instances, alors vous avez parlé de CSE je crois et de C2SCT, hein, c'est ça le nouvel acronyme, sont formés à l'analyse des accidents du travail? Ça ne s'invente pas, somme toute. Effectivement, ce sont des fonctions qui ne sont pas évidentes à tenir. Alors, les formations santé, sécurité et conditions de travail font partie des formations qui sont obligatoires pour les élus du personnel. Alors, soit que ce soit les titulaires ou les suppléments, ce sont des formations obligatoires. Pour un premier mandat, la formation est d'un minimum de 5 jours pour les membres de la délégation du personnel, du CSE ou de la C2SCT. Alors, ce sont des formations obligatoires. Cela dit, les chiffres montrent qu'il y aurait encore des progrès à faire, justement, pour la formation des élus du personnel. En moyenne, il y aurait à peu près la moitié des entreprises qui n'ont pas encore formé l'ensemble des élus sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire de ce point de vue-là. Voilà, en pratique, ces formations, donc, elles sont d'un minimum de 5 jours pour un premier mandat. Et ce sont des organismes de formation qui sont agréés, qui peuvent faire ces formations. Et donc, dans la formation, il y a notamment des exercices qui permettent d'aider à faire l'analyse des risques, l'analyse des accidents, pardon. C'est prévu. Ensuite, bon, c'est que 5 jours. Donc, pour l'analyse des AT, peut-être qu'il faudrait plus de temps pour apprendre à le faire, parce qu'on l'a vu, hein, c'est quelque chose qui est pas évident à faire, et donc peut-être que plus de formation sur ces sujets-là pourrait les aider aussi à... C'est vrai que vous vous dites ce n'est que 5 jours, et moi en vous écoutant je me disais c'est 5 jours. C'est 5 jours, oui, c'est énorme. Ensuite, dans ces 5 jours, il y a beaucoup de temps qui est consacré aux éléments plutôt de nature juridique, en fait, pour comprendre aussi les rôles, les prérogatives des membres du CSE. Ça prend donc beaucoup de place dans cette formation. Et c'est vrai que sur l'analyse d'AT, alors c'est dans la plupart des cas réduit à quelques heures, et donc effectivement, ça serait intéressant que ce soit un peu plus long, mais on peut aussi se perfectionner dans des stages de formation, notamment les CARSAT, qui proposent des stages de formation dont les frais pédagogiques sont à la charge des CARSAT. C'est intéressant à mentionner pour les entreprises du régime général, évidemment, mais il y a des formations qui existent aussi à demander auprès de CARSAT. Pourquoi pas se découvrir une vocation comme M. Miyoubi et devenir ensuite préventeur, c'est possible. Alors, est-ce que ces représentants du personnel, formés c'est mieux ou non, peuvent être accompagnés sur l'analyse des accidents du travail ensuite? Alors oui, alors on l'a évoqué depuis ce matin, effectivement, dans certains cas c'est même utile de se faire accompagner pour l'analyse d'accidents du travail. On a vu certains cas qui sont peut-être complexes, des situations complexes, des situations aussi délicates. On en parlera tout à l'heure aussi, notamment avec les accidents mortels et puis les malaises, en fait, ou des accidents liés à des troubles psychosociaux. Donc, il peut être intéressant et même utile parfois de se faire accompagner par des experts, par des préventeurs externes, pourquoi pas des préventeurs institutionnels, qui peuvent être des soutiens pour l'analyse, des guides et puis aussi des garants pour certaines méthodes qui sont parfois complexes aussi à manipuler. Donc effectivement, dans certains cas, c'est préconisé, effectivement, et il y a
de nombreux acteurs qui peuvent être sollicités pour les aider. Une dernière question sur le fil, réponse en 30 secondes, Monsieur Lebert, parce que ça me permet d'introduire la suite de la journée. Les presque accidents, alors on définira tout à l'heure ce que c'est qu'un presque accident. Est-ce que dans votre outil, agir suite à un accident du travail, on les prend en compte ou c'est pas fait pour ça? En tous les cas, on peut effectivement procéder à une analyse de presque accident, et je crois qu'on en parlera dans la session suivante, grâce à cet outil. Là aussi, il y a un événement indésirable qui est survenu, qui n'a pas eu les mêmes conséquences qu'un accident, mais pour lequel l'analyse des causes peut s'avérer utile.